Alors le titre de cette table ronde est un peu provocateur, peut-être. La réforme profite-t-elle aussi aux assistantes maternelles? Les assistantes maternelles, alors voilà, je dis moi les assistantes maternelles au féminin parce que l'écriture inclusive, j'ai du mal, le transposer à l'oral encore plus, et finalement c'est la réalité du métier. Les assistantes maternelles sont en majorité des femmes, donc j'assume. Les assistantes maternelles donc se sentent souvent délaissées et moins considérées que les professionnels de l'accueil collectif, une blessure qui s'est accentuée pendant la pandémie. Et cette réforme ne l'a pas cicatrisée parce que bien qu'il y ait des avancées en termes de statut et de professionnalisation, il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Par ailleurs, ces avancées, ne gomment pas certains retards ou certaines contraintes. Juste 2 exemples. L'analyse de pratique obligatoire dans les EAJE ne sera qu'une expérimentation pour les assistantes maternelles. Autre exemple, l'obligation de se référencer sur monenfant.fr, assortie de sanctions pour les assistantes maternelles, aucune sanction pour les EAJE. De quoi alimenter ce sentiment d'être mal aimé, peu reconnu, dévalorisé, partagé par un grand nombre d'assistantes maternelles. Sans compter parfois la crainte que les PMI ne fassent du zèle. Et enfin, rappelons, comme nous l'avons évoqué brièvement ce matin, que dans l'esprit de la réforme, les familles doivent pouvoir choisir et vraiment choisir le mode d'accueil de leur enfant. Un libre choix d'ailleurs souhaité et souligné notamment par le Conseil de la famille du HCFEA dans son rapport sur le CMG assistante maternelle. On en a aussi parlé ce matin. Comment rapprocher les restes à charge pour que l'accueil individuel soit accessible à tous. Alors, est-ce que la réforme va dans ce sens? Est-ce que la réforme va permettre de redonner de l'attractivité à ce métier en perte de vitesse? Force est de le constater. Alors, pour évoquer ces sujets avec nous, alors vous n'êtes pas dans l'ordre de mon petit papier, donc je suis désolée. Françoise Neiser, assistante maternelle depuis 20 ans, auteure et fidèle chroniqueuse du site Les Pros de la petite enfance. Sandra Onisco, porte-parole et directrice de la communication de l'UFNAFAM. Marie Legendre, présidente de l'ANRAMAM, alors vous savez, c'est l'association des maisons d'assistantes maternelles. Liliane Delton, secrétaire générale d'UNSA Pro-ASMAT, et Jean-François Pierre, adjoint à la chef de bureau des familles et de la parentalité à la DGCS. Et Sonia Perseille, pardon, oh là là, sociologue, auteur, alors qui n'est pas une assistante maternelle visiblement, mais qui connaît bien les assistantes maternelles et qui est auteur du scandale des assistantes maternelles publié l'année dernière. Alors, est-ce que cette réforme va globalement améliorer la situation des assistantes maternelles, Jean-François Pierre? Oui, alors notre objectif à travers cette réforme de la réglementation des modes d'accueil du jeune enfant, il est assez multiple. Alors évidemment, le secrétaire d'État l'a rappelé, clarifié, simplifié, évidemment la réglementation, mais c'est aussi réduire les irritants administratifs, ce qui fait qu'au quotidien du professionnel, du mode d'accueil dans son ensemble, les relations entre l'assistant maternel, le parent et finalement son parent qui est son employeur dans un certain nombre de cas, parce qu'il y a aussi des assistants maternels en crèche familiale, ces relations avec le service de PMI, avec le relais petite enfance, avec ces nombreux acteurs en fait qui sont auprès des assistants maternels et assistantes maternelles, parce qu'on peut faire l'écriture inclusive en disant les deux. Mais en fait, toutes ces relations, en fait, il faut peut-être les clarifier, parce que les textes sur les assistants maternels sont assez anciens et les réformes interviennent à peu près tous les 10 ans. Je crois que sur les 30 dernières années, une en 92, une plus grosse en 2005. Une dernière un peu plus petite en 2010, mais qui a quand même créé les maisons d'assistants maternels, donc c'est quand même un apport assez important, et pas des difficultés à faire quelque chose finalement depuis 10 ans. En 2018, on avait quand même modifié les textes sur la formation des assistants maternels, pour professionnaliser les assistants maternels, en insistant en fait finalement sur l'apport de l'assistant maternel auprès de l'enfant, et en s'assurant que l'assistant maternel est en mesure en fait, grâce à la formation, par la formation, d'assurer le meilleur accueil possible à l'enfant, en organisant la formation différemment, toujours avec la même durée, mais en créant des épreuves, etc., des validations, qui vont permettre d'avoir dans le secteur des assistants maternels des personnes qui correspondent un peu aux attendus que l'on peut avoir vis-à-vis de professionnels de la petite enfance. Voilà.
Les rapports aussi, on traitait aussi des assistants maternels. On parlait du rapport de Mme Jean-Pinot de 2016, mais tous les rapports suivants aussi ont insisté sur les assistants maternels, sur ce qu'elles peuvent apporter, sur la façon peut-être aussi de réformer le métier, de réformer ses relations. Nous, à travers la réforme, on ne traite pas de toutes les questions, on traite des questions qui sont relatives à la réglementation. Donc c'est ces irritants administratifs dont je parlais. Bien évidemment, il faut agir sur d'autres leviers, mais la réforme avait un objectif bien précis de s'intéresser d'abord à la réforme de la loi et la réglementation. Et réformer une loi, ce n'est pas évident, parce qu'il faut évidemment trouver un vecteur législatif. Bon, techniquement, je ne vais pas vous expliquer, mais voilà, ça suppose qu'en fait, qu'on identifie des problèmes très importants à régler. Et effectivement, c'était le cas s'agissant des assistants maternels. Donc la réforme, en fait, apporte une réponse à un certain nombre de questions. Alors lesquelles ? Voilà, alors oui, lesquelles ? Donc effectivement, la première, c'est peut-être pas des moindres, la question en fait de l'accompagnement et la sécurisation des professionnels dans leur pratique quotidienne à travers l'autorisation sur l'administration des médicaments, sous réserve d'un accompagnement de formation et d'autorisation parentale, d'ordonnance et de protocole. Alors, c'est des choses qui posaient beaucoup de problèmes en établissement d'accueil du jeune enfant. Les assistants maternels étaient un peu plus en responsabilité vis-à-vis de leur employeur, ça on le sait. Mais il y a aussi eu des soucis. Donc en fait, on sait qu'en réglant cette question-là pour tout le monde, finalement, on le règle aussi définitivement, on va dire, pour les assistants maternels, on l'espère. Un point important qui n'avait pas pu être réglé il y a 15 ans, qui est celui de l'accès à la médecine du travail. On sait que les partenaires sociaux ont aussi avancé depuis, donc avec des protocoles, des accords au sein de la branche des assistants maternels. Voilà, et donc la réforme vient consacrer l'accès à la médecine du travail. Parallèlement, d'ailleurs, il y a une loi qui est sortie sur la santé au travail. Et aussi, on est dans un contexte aussi de fusion des deux branches professionnelles, des salariés du particulier employeur, pour les assistants maternels qui sont salariés du particulier employeur. Donc on traite aussi de cette question. On ne s'arrête pas à ces questions un peu vraiment de pratique et de suivi de la santé, mais on s'intéresse aussi à l'accompagnement renforcé des assistants maternels et le renforcement de l'attractivité du métier, en fait, grâce à l'action des relais petite enfance qui succèdent aux relais assistants maternels. Voilà, donc ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est aussi la consécration d'un certain nombre de missions qui étaient confiées aux relais assistants maternels depuis un certain nombre d'années et qui pouvaient être exercées par les relais assistants maternels, mais souvent sur la base d'un choix, puisque derrière il y avait des bonus selon les actions qu'ils menaient ou pas, grâce aux aides des CAF. Donc oui, les relais petite enfance, je ne sais pas, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard quand on évoquera la dernière question. Oui. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Sur le soutien à la formation des professionnels, donc évidemment la réforme de 2018 qui est entrée en vigueur en 2019, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, apportait un certain nombre de choses. Malgré tout, elle était un peu incomplète parce qu'on n'avait pas pu traiter la question de ce qui pouvait faciliter le départ en formation continue des assistants maternels. Et c'était la question finalement des remplacements en fait. Comment finalement s'assurer que les assistants maternels, puissent bien partir en formation. Finalement, le principal frein, c'est l'absence de l'assistant maternel auprès de l'enfant, et donc le parent peut hésiter à faire partir son assistant maternel en formation. Sauf que les assistantes maternelles sont très demandeuses, donc voilà, c'est quand même un secteur assez particulier où c'est les salariés qui est comme à l'initiative de la formation, ou alors il est motivé, sensibilisé par le relais assistant maternel, le relais petite enfance. Donc voilà, donc il fallait les aider quand même à partir en formation, et on sait aussi que du côté des branches professionnelles, des évolutions ont été apportées aussi au cadre financier pour faciliter aussi les départs en formation. Donc on ne veut pas rester en fait à la traîne sur ces sujets-là, et donc aller un petit peu plus loin en permettant plus facilement les remplacements. On souhaite aussi faciliter les conditions d'exercice en reconnaissant la diversité d'exercices. La réforme de 2010 avait créé finalement les maisons d'assistants maternels, mais par dérogation, et donc laissé à penser qu'il fallait y avoir plusieurs assistants maternels. Donc là, avec la nouvelle réforme, on est beaucoup plus souple. On dit que c'est à partir d'un assistant maternel jusqu'à 4 simultanément, en permettant d'avoir plus que 4 assistants maternels dans les maisons d'assistants maternels. Et à ce titre, on reconnaît finalement les pratiques, qui étaient plutôt des bonnes pratiques, plutôt que d'éviter l'épuisement professionnel, de permettre aux assistants maternels de se succéder en fait dans le local, et finalement d'optimiser finalement ce coût assez important pour les assistants maternels, qui sont des coûts de structure, qui sont ceux liés à la gestion d'un lieu. Est-ce que finalement le tiers-lieu a été maintenu dans la réforme ? La possibilité pour une assistante maternelle d'exercer dans un tiers-lieu ? Alors, oui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a rédigé, mais oui, c'est possible. Oui, c'est la même, oui, mais c'est la même à une. À une, voilà. D'accord. C'est la même à une. Non, parce qu'il y avait d'autres tiers-lieux auxquels on pouvait penser, mais c'est pas. Oui, parce qu'au départ, c'était quand même. D'accord. C'est beaucoup plus large. On a dû restreindre parce que voilà. Bon.
c'est une solution de compromis aussi entre la D'accord. MAM 1 Oui. et les tiers-lieux qui peuvent être très très divers. À une, d'accord. Voilà. Non, excusez-moi, j'ai un petit moment d'absence. Non, mais... Le fait aussi d'avoir la possibilité d'accueillir un enfant en plus pour répondre à des besoins urgents, y compris en MAM, alors que c'était assez fermé en MAM, en maison d'assistants maternels. C'est vrai que la loi de 2010 était très restrictive là-dessus. En gros, au moins 2 assistants maternels jusqu'à 4 et pas plus. Et pas plus d'enfants non plus pour répondre à des besoins particuliers, alors qu'une assistante maternelle à domicile pouvait très facilement demander une dérogation. Le demander, mais pas l'obtenir. J'ai pas dit qu'elle obtenait facilement. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on sait que les services de PMI passaient beaucoup de temps à instruire ce type de demande, de dérogation, d'extension, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on règle par ailleurs. Et enfin, peut-être offrir un environnement de travail propice à l'épanouissement professionnel et en recentrant les assistants maternels sur ce qui est leur cœur de métier, qui est accueillir des enfants, donc en leur donnant une référence nationale qui est la charte d'accueil du jeune enfant, charte qui existe depuis déjà 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi. On va bientôt pouvoir fêter les 5 ans. Oui. L'année prochaine. Charte qui était un élément manquant par rapport, peut-être, alors c'est peut-être pas une bonne idée de se comparer à l'éducation nationale, mais quand on compare ce qui existe dans l'ensemble des autres pays finalement qui ont des modes d'accueil du jeune enfant, il y a toujours des références nationales en matière de mode d'accueil. Elle s'applique à tout le monde. Voilà. Donc elle s'applique à tous les professionnels. Donc là, on la rend obligatoire et surtout, elle s'applique à tous les modes d'accueil et pas seulement aux établissements d'accueil du jeune enfant. Je ne sais pas si j'ai moi qui ai eu un moment d'absence, mais vous n'avez pas fait référence à l'agrément et au texte qui devrait prévoir qu'il n'y a plus de limite d'âge dans l'agrément. Oui. Alors après, il nous reste encore un certain nombre de textes à prendre, parce que là, on a déjà pris pas mal, mais on n'a pas tout à fait fini. Parce que je crois que c'est quand même un élément très important pour les assistantes maternelles. En fait, on doit prendre un décret qui fixe le contenu de l'attestation. Donc là, ça interviendra normalement plutôt en octobre. À Noël ? Non, attendez. On a hâte quand même de finir notre travail, quand même. C'est quand même enclenché depuis 3 ans, il faut s'arrêter un moment. Non, on a encore beaucoup de textes en fait à produire. Mais je pense que c'était prévu dans l'ordonnance. Oui. Non, mais en fait, le décret va pas tarder à sortir, mais en fait, on a toujours des ajustements, parce qu'en fait, on avait prévu un décret unique et qui s'est transformé en multiples décrets, etc. Très bien. Au gré des agendas. Je vais laisser la parole peut-être à mes collègues. Je vais demander à Françoise Nézère, puisque vous êtes une assistante maternelle, j'allais dire lambda, ce qui n'est pas très gentil, parce que vous êtes un peu plus que lambda pour nous. Mais vous êtes... est-ce que cette réforme, finalement, telle que Jean-François Pierre nous a résumé les avancées pour les assistantes maternelles, est-ce que ça va vraiment changer votre quotidien ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment améliorer votre situation et vos conditions de travail ? En préambule, je voudrais dire qu'il y a quand même un problème d'information des assistantes maternelles à la base. Parce que qui connaît cette réforme ? Autour de moi, absolument personne. On a vaguement la notion d'une nouvelle convention collective qui va arriver, mais la réforme des modes d'accueil concernant les assistantes maternelles, personne n'est au courant. Donc il y a quand même un problème d'information pour toucher toutes les assistantes maternelles, pas seulement celles qui sont syndiquées, qui font partie d'une association ou qui sont sur le site des pros de la petite enfance. Pour toutes celles qui sont en dehors de ces circuits-là, il faudrait vraiment veiller à une bonne information. Et ça, c'est vraiment important, qu'on connaisse nos droits, puisqu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais enfin, c'est tout de même un petit peu complexe quand on est vraiment en dehors de ces circuits. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un problème à résoudre, puisque vous résolvez les problèmes, monsieur. Il y a un problème à résoudre de communication. Ça, c'est... La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en tant qu'assistante maternelle lambda, effectivement, notre horizon, mon horizon, moi, c'est la personne de la PMI qui va me visiter. La puéricultrice en général, qui va venir pour une visite surprise, une visite programmée ou pour le renouvellement d'agrément, et qui va me dire, écoutez, il y a une nouvelle loi qui est sortie, qui vous autorise dorénavant à donner des médicaments dans telle et telle condition, etc. D'où l'intérêt de connaître la loi pour pouvoir argumenter, parce que cette personne qui nous visite va nous donner sa version, son interprétation. Derrière la puéricultrice qui nous visite, il y a le médecin de PMI de secteur, qui lui aussi va avoir son interprétation de la loi.
Et derrière ce médecin de PMI, il y a le conseil départemental. Et on sait que les conseils départementaux ont tendance vraiment à interpréter les choses d'une manière qui peut effectivement pour l'assistante maternelle au bout de la chaîne se révéler tout à fait critique. Donc voilà, d'où l'intérêt de bien connaître ses droits, de bien connaître la loi, de pouvoir argumenter, de pouvoir avoir un discours face à la personne qui nous visite, qui soit cohérent et qui soit efficace. Mais alors, j'entends bien, mais sur la philosophie de la loi, les principes énoncés tels que Jean-François Pierre l'a fait, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent de véritables avancées ? Eh bien, comme le disait une participante ce matin, le diable se cache dans les détails. Pour l'instant, on n'a pas, à une virgule près même, disait-elle, et c'est tout à fait ça. Pour l'instant, on n'a pas les textes. Donc, on a le texte sur la première demande de renouvellement d'agrément. C'est très bien, mais pourquoi pas tous à ce moment-là, tous les renouvellements. Mais je veux dire, on nous demande finalement pas grand-chose. On nous demande d'assister à une conférence, on nous demande de produire. Voilà, c'est quand on voit la liste de tout ce qui est demandé, pourquoi pas. Oui, non, je veux dire, les propositions peuvent paraître tout à fait bonnes. Et on a connu déjà précédemment des lois qui étaient tout à fait bonnes. On a parlé de la loi de 2010 sur les MAM, qui s'est révélée au final catastrophique pour les associations d'assistantes maternelles. Personne n'a pu le prévoir et c'était pas dans l'esprit, je pense, du législateur qui a voulu encadrer les MAM de finalement se retourner contre les associations d'assistantes maternelles et de les interdire dans de nombreux territoires, en disant puisque les assistantes maternelles peuvent se réunir en MAM, eh bien elles ne peuvent pas se réunir ailleurs. Et donc, on interdit les associations. Donc, en fait, des intentions qui vous semblent louables, mais vous êtes, disons, très vigilante sur la mise en œuvre. Exactement. Je pense que tous les points évoqués sont positifs. Ce qui nous intéresse, comme vous le disiez, effectivement, c'est les restrictions d'agrément. La levée des restrictions d'agrément, ça, ce serait vraiment quelque chose d'une grande, grande avancée. Parce que quand vous avez un agrément pour 3 places et 3 restrictions d'agrément, c'est quand même très compliqué de trouver du travail, hein. C'est-à-dire que vous avez un parent qui téléphone pour l'accueil d'un bébé, vous êtes obligé de lui dire non. Ben non, je ne peux pas, j'ai des restrictions à l'agrément qui m'interdisent d'avoir un bébé. Est-ce que votre enfant marche? Parce que moi j'ai une restriction, ah ben, il va marcher dans 1 semaine, mais je ne peux pas le prendre. Enfin, c'est vraiment des aberrations parfois, hein. Merci. Sonia Perseille, donc vous n'êtes pas assistante maternelle, mais vous connaissez bien au moins une assistante maternelle. Ma femme, oui, qui est assistante maternelle, qui s'appelle Louise, effectivement. Bon. Alors vous avez dans votre livre écrit beaucoup de choses, et notamment l'idée que quand même les assistantes maternelles n'étaient pas vraiment considérées comme des professionnels parce qu'elles étaient toujours à part du droit classique du travail. Est-ce que vous pensez, je pense à peut-être la médecine, est-ce que vous pensez que cette réforme va dans un sens où elles seront plus considérées comme des professionnels et moins mises à part? Alors oui, de façon incontestable, l'accès à la médecine du travail représente un progrès important. Maintenant, il faut voir comment et quand ça va être mis en place. Est-ce qu'on va attendre l'élection présidentielle? Je dois dire que tout à l'heure, l'interview que vous avez faite d'Adrien Taquet m'a pas franchement rassuré sur les délais concernant la mise en œuvre des réformes concernant les assistantes maternelles et notamment la médecine du travail. Donc, ce principe de l'accès à la médecine du travail représente incontestablement un progrès important. Sachant que beaucoup d'assistantes maternelles que nous avons rencontrées pour mener cette enquête sont épuisées, sont dans une situation vraiment dégradée. Beaucoup, on en parlait à midi, ont quitté la profession. Il y a une baisse du nombre d'assistantes maternelles. Certaines donc souffrent de lombalgie, de troubles auditifs, ont connu des burn-out et sont vraiment esquintées en sortant, en quittant leur profession. Donc la médecine du travail, c'est pas un luxe, c'était quelque chose de totalement normal, attendu depuis des années. On en parlait et rien ne s'était fait. Alors ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que ce ne soit pas simplement un effet d'annonce. On a connu des lois qui n'ont jamais été appliquées, donc on espère que là, véritablement, sans mauvais jeu de mots, l'équipe va être au taquet.
et va mettre en place cette réforme, parce que au-delà de cette petite plaisanterie, il s'agit quand même de la santé de milliers de professionnels. Aujourd'hui, le seul recours qu'ont ces professionnels quand elles se trouvent dans ces situations désastreuses, c'est le médecin traitant. C'est donc une fois que le dégât est fait, et non pas le rôle de la médecine du travail, qui est un rôle préventif pour s'assurer que tout est fait pour justement que ces dommages ne se produisent pas. Après, c'est bien la médecine du travail, mais c'était un petit peu c'était même essentiellement l'objet de notre enquête, qui avait pour titre le scandale des assistantes maternelles. C'était de dénoncer ce que vous avez dit au début, à savoir que dans les faits, juridiquement, la profession n'est pas reconnue complètement comme une autre profession. Elle ne bénéficie pas des principes protecteurs du droit du travail, notamment sur des aspects fondamentaux, comme le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, qui porte bien son nom et dont ne bénéficient toujours pas les assistantes maternelles. Alors, on en parlait à midi. Oui, beaucoup d'assistantes maternelles gardent plusieurs enfants, et donc arrivent à un salaire convenable, mais beaucoup d'entre elles, des milliers, ne gardent qu'un enfant, et pour une durée qui est supérieure de travail, une durée du travail qui est supérieure à la durée légale du temps de travail, gagnent des salaires indécents. Aujourd'hui, en France, en 2021, on a des professionnels qui s'esquintent au travail et qui gagnent moins que le SMIC. Et là, la réforme, évidemment, est muette sur ce sujet fondamental. Un autre... Oui. Non, mais c'était pas... Enfin, c'était pas non plus le but de la réforme Non. de parler rémunération. Enfin, c'est pas une loi, ça. Non, bien sûr, mais ce matin, on a parlé de la motivation des professionnels, et le salaire, évidemment, constitue, on en a parlé, une motivation. On manque de professionnels dans la petite enfance, et quand ces professionnels se retrouvent dans des situations aussi difficiles, ce n'est pas très motivant. Et on aurait pu attendre des éléments de réponse là-dessus aussi. Après, il y a quand même un élément, il me semble, sur la professionnalisation avec, on le verra cet après-midi, les professionnels de l'accueil individuel, les assistantes maternelles sont bien dans le plan des 600 000 professionnels de la petite enfance. C'est quand même aussi un élément peut-être à souligner, parce que c'était pas le cas avant. Oui, d'une manière générale, personnellement, mais je ne suis pas assistante maternelle, donc je ne pourrais pas m'exprimer, je n'ai aucune prétention à m'exprimer au nom des assistantes maternelles, ni même au nom de mon épouse. D'une manière générale, moi, de l'extérieur, il me semble que cette réforme va plutôt dans l'esprit, dans le bon sens. Mais si on voit ce qui n'a pas été traité, à savoir les aspects que je viens d'évoquer, justement, on attend d'elle qu'elle soit de plus en plus compétente, de plus en plus qualifiée, qu'elle fasse de plus en plus de choses, et en retour, il n'y a toujours pas ce qui manque en termes de rémunération minimale. Sandra Onisco, alors, est-ce que cette réforme, globalement, va dans le bon sens? Est-ce qu'elle peut améliorer la situation des assistantes maternelles et leurs conditions de travail? Moi, je corrobore à 100% la dernière phrase, enfin l'étendue, mais surtout la dernière phrase, c'est-à-dire qu'on va dans le sens dans la professionnalisation de la montée en compétences. Je pense qu'on le veut tous ici. C'est-à-dire les bénéficiaires sont les enfants, et puis derrière les familles, les assistants maternels. Enfin, je suppose qu'on ne devient pas assistant maternel pour être contre une famille, pour mal faire son travail. Bon. Donc, on est tous dans ce consensus de la qualité d'accueil. Mais de manière linéaire, comme les structures d'accueil collective l'ont dit, les professionnels, c'est quel moyen derrière? C'est-à-dire qu'on demande une montée en compétences des professionnels, c'est tout à fait logique. Et je pense même que la majorité des assistants maternels le souhaitent. Mais le problème derrière, c'est la question du moyen. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les 3 grandes lignes de la réforme, on peut y voir quoi? Première ligne, les demandes vers les assistants maternels, l'obligation d'inscription. Bon, certes, M. Mazouric a dit qu'il faut pondérer, mais quand derrière, c'est annexé à l'employabilité, à son emploi, vous comprendrez qu'il y a des angoisses des professionnels.
Parce que pour le coup, les assistantes maternelles n'ont jamais été contre, en globalité, le fait d'être visible, en fait. Bon. Ensuite, on a effectivement l'administration des médicaments, toujours des demandes vers les assistantes maternelles, mais pourquoi pas, puisque le bénéficiaire, c'est les enfants de maladies chroniques, en situation de handicap, on va dans le bon sens, mais c'est des demandes. Et puis la troisième demande, c'est la preuve d'être dans une montée en compétences. Vous l'avez dit, les asthmates le veulent, mais alors que ce soit clair. C'est-à-dire qu'on monte en compétences, comme le disait Madame Delton, qu'on va jusqu'au CAP. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a le CAP, mais la moitié. C'est-à-dire que l'unité qui manque, on n'a pas créé en fait de possibilité que l'assistante maternelle puisse avoir l'unité 2. Vous voyez ? C'est-à-dire on a commencé quelque chose, on l'a jamais fini. Alors on se demande toujours, on est toujours dans un entre-deux, mais c'est des professionnels, elles accueillent à domicile, mais c'est des professionnels. Et du coup, si vous voulez, ça renvoie aux assistantes maternelles qui descendent pas dans la rue, mais qui partent. Juste un chiffre, entre 2009 et 2019, moins 11% d'assistantes maternelles. D'accord ? Quant au problème des MAM que j'ai entendu quand même, le problème des MAM, c'est 2% du nombre total d'assistants maternels. C'est un peu plus de 30 000 MAM. Donc, je veux dire, c'est un problème, enfin, c'est pas un très grand problème par rapport au nombre d'assistants maternels. Voilà. Donc, effectivement, moi, ma conclusion ici, là, dans un premier aspect, c'est on est tous d'accord sur la professionnalisation. Quand elle va dans le sens d'une qualité pour les enfants, à condition qu'effectivement, il faut bien étayer la qualité. On sait un peu le taux d'encadrement, la disponibilité des professionnels. D'accord. Il manque déjà des études françaises. On n'a que des études européennes, sauf que la spécificité française qu'on a travaillé sont les assistantes maternelles, quand même, c'est une spécificité française. On va toujours, même les chercheurs, chercher les études sur les études européennes, et du coup, on arrive toujours à la conclusion, les parents préfèrent la structure collective. Moi, ça me pose pas de problème, ça pose pas de problème aux assistantes maternelles. Ça pose un problème sur la valeur, sur le sens de son travail. C'est-à-dire, finalement, on travaille. Le rapport, en fait, les rapports qu'on lit, c'est accueil par défaut. D'accord ? Comment voulez-vous que les assistantes maternelles se sentent considérées ? C'est comme tous les jeunes aujourd'hui, dans ce qu'on a vu, la crise sanitaire. C'est je comprends mal le sens de mon travail. Si je fais mal mon travail, si je n'arrive pas à bien accompagner un enfant, si on me dit toujours que je suis un accueil mais moindre de qualité, alors je m'en vais. Et aujourd'hui, le problème se pose aux assistantes maternelles. Demain, il se posera aux formateurs, au relais petite enfance, s'il n'y a plus d'assistants maternels, plus moyen, puis demain aux élus. Oui, parce qu'il va falloir effectivement solutionner le manque d'accueil. Rappelons que c'est le premier mode d'accueil. Merci. Liliane Delton. Même question. Oui, donc moi je vais rebondir sur ce que dit Sandra sur le sens. Les assistantes maternelles aiment avoir un travail qui a du sens. Et pour elles, le sens qu'elles donnent à leur travail, c'est bien s'occuper d'un enfant, participer à son épanouissement et rendre service aux familles. Et elles sont tout à fait d'accord pour appliquer la charte. Le problème, c'est qu'il faut leur en donner les moyens. Parce qu'on va vous dire, dans la charte, il faut prendre les enfants des familles défavorisées. Mais elles n'ont pas la garantie de paiement des salaires. On leur demande quoi ? On leur demande de faire du bénévolat ? Donc, si vous voulez qu'elles s'investissent auprès des familles les plus défavorisées, les plus pauvres, ça leur donne, elles seraient tout à fait d'accord, parce qu'elles sont généreuses. Elles aiment s'occuper des autres, elles ne feraient pas ce métier autrement. Mais donnez-leur les moyens. Parce que si elles prennent des enfants de cette catégorie sociale, eh bien, le parent, souvent, dans ces cas-là, pas toujours, mais souvent, est en surendettement. Surendettement, elles ne sont même pas prioritaires. Leur salaire n'est même pas prioritaire. Donc, ça veut dire qu'elles travaillent pour la gloire. Elles ne peuvent pas se le permettre. Surtout quand ce sont des assistantes maternelles, elles-mêmes monoparentales. Il faut qu'elles élèvent leurs enfants. Ne leur demandez pas de faire un trait sur leur salaire. Ça, c'est une chose. Elles sont aussi tout à fait d'accord, et il y en a qui se forment pour pouvoir accueillir des enfants en position de handicap. Mais il n'y a aucune aide pour aménager le domicile. Et en plus, souvent, comme c'est des enfants qui demandent plus d'attention, leur agrément est baissé, le nombre de places de leur agrément est baissé, mais leur salaire n'est pas augmenté, puisque pour que le parent ait de l'aide, il faut qu'il y ait 39 € maximum par jour. Donc, on les coince, là. Elles n'arrivent pas. Liliane, je comprends que la question de la rémunération est importante.
Sonny Persaille l'a dit aussi. Mais là, si on peut juste se concentrer sur ce que la réforme prévoit en termes de statut et de professionnalisation, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Moi, j'ai participé à Café Lab et à toutes les préparations de cette réforme, et je suis globalement satisfaite en ce qui concerne la médecine du travail, globalement satisfaite sur le fait qu'il y ait plus de restrictions d'âge qui faisait que les assistantes maternelles qui avaient 4 agréments, souvent elles n'en accueillaient effectivement que 2, des enfants. Donc voilà. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, à condition évidemment que les assistantes maternelles, mais je pense qu'elles le sont, soient suffisamment responsables pour prendre un nombre de bébés en adéquation avec ce qu'elles peuvent faire et de leur logement. Ça, je suis bien d'accord. Mais voilà. Donc s'il y avait eu aussi un peu plus de souplesse dans les demandes de dérogation ou dans les demandes de modification des agréments, on n'aurait peut-être pas été obligé d'aller jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Par contre, il y a dans la réforme, il y a des aspects qui me gênent davantage, qui est comme l'expérimentation des relais qui vont se mêler des contrats de travail. Là, je suis tout à fait opposée. Parce que je considère qu'un contrat de travail se négocie entre un employeur et un salarié, et un tiers n'a pas à donner son avis. Voilà. Très bien, merci. Marie Legendre, sur la réforme, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va améliorer un peu la situation? Puis après, moi, je vous poserai une question spécifique, puisque vous représentez les MAM, sur cette disposition qui, je crois, fait grincer pas mal les dents, cette possibilité des MAM d'accueillir jusqu'à 20 enfants. Alors, au niveau de la réforme, oui, elle peut profiter aux assistantes maternelles, mais il y a aussi des avancées en parallèle qui doivent être mis en place concernant la CMG. On en a parlé ce matin. J'ai entendu qu'il y aurait une idée d'ajuster au plus près le CMG individuel au CMG collectif. C'est pas l'ajuster au plus près. Il doit être au même niveau. Le reste à charge. Ce sont les mêmes parents, les mêmes enfants. Concernant aussi le CMG, la possibilité, c'est primordial pour nous, que les parents qui sont en congé parental peuvent bénéficier du CMG pour de l'accueil occasionnel. Ces parents-là ont aussi besoin de temps, de rendez-vous, d'accompagnement des aînés. Ils n'ont pas la possibilité d'employer une assistante maternelle pour des temps particuliers et aussi pour permettre à leur jeune enfant d'être socialisé. Alors, si on peut revenir sur les points de la réforme plus précisément. Au niveau des traitements et soins médicaux, pour l'assistante maternelle, je pense que c'est une avancée, avec l'accompagnement de la PMI, l'inscription sur le contrat de travail, c'est quelque chose qui va être clair et important. Au niveau une avancée importante pour les MAM, la possibilité de travailler, de 6 assistantes maternelles avec 4 en simultanéité, ça ouvre des possibilités de temps partiel. Ça permet pour ces assistantes maternelles de concilier leur travail et leur vie personnelle. C'est des temps en MAM, comme chez une assistante maternelle, mais là en MAM on est à l'extérieur. C'est 50 à 70 heures. C'est une moyenne semaine. Donc voilà. Ce qui peut éviter aussi tout le côté fatigabilité, tout ce côté et ça ouvre aussi des possibilités pour des nouvelles personnes de venir travailler, mais à un temps choisi. D'accord. Voilà. Et alors par rapport à la question des 20... Oui. Voilà. Alors, les MAM ne seront pas concernés par cette réglementation, étant donné que l'accueil, les assistantes maternelles peuvent accueillir 6 enfants,
mais dont 4 de moins de 3 enfants. De 3 ans, pardon. D'accord. Les enfants accueillis en MAM, ils sont... alors après, c'est pour du périscolaire. Mais il y a des MAM qui ouvrent au périscolaire, mais n'ont pas beaucoup cette possibilité. Donc, finalement, c'est Donc, quelque chose qui fait grincer des dents, mais qui est très limité. Ça fait grincer des dents, oui, mais ça sera très limité, et c'est très bien comme ça. Parce que 16 enfants, ça suffit. Très bien. Alors, je sais, Jean-François Pierre, que vous allez me dire que c'est pas de votre ressort, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que les dispositions qu'il y a dans cette réforme vont permettre de faciliter les relations des PMI et des assistantes maternelles? Parce qu'on voit bien quand même, on parle avec une assistante maternelle 10 minutes, la PMI, elle arrive tout de suite. Hein. Donc, est-ce que ça peut aider et fluidifier les relations avec les PMI? Et puis, un deuxième point sur les REP, on leur donne un rôle assez important maintenant. Est-ce qu'on leur donne un rôle trop important? Est-ce qu'on leur donne les moyens de leur mission? Vous allez me dire que c'est une question que je devais poser à M. Mazouric et je l'ai fait. Sur le premier point, est-ce que la réforme va faciliter les relations entre assistants maternels et services de PMI? Eh bien, si les règles sont plus claires, si les règles sont plus simples à appliquer, si il y a une règle finalement qui est fixée pour tous et tout le monde, ce qui est l'intérêt de la réglementation, on peut espérer quand même qu'il y ait moins de discussions, moins d'échanges, moins de peut-être de discussions sans fin sur savoir qui a raison finalement d'une certaine façon. La réglementation traite le sujet. Après, on n'est pas à l'abri de sujets qui finalement apparaîtraient, qui ne seraient pas clairs et sur lesquels peut-être qu'un jour il faudra aussi de nouveau réglementer pour échapper en fait à toute discussion sur ces sujets-là. Mais non, normalement l'idée c'est vraiment de réduire le plus possible ces irritants en fait, hein, ce qui fait que la relation est rendue difficile. Après, le rôle de la PMI il est aussi particulier. Hein. C'est un rôle effectivement d'accompagnement, de suivi, mais aussi de contrôle. Donc voilà, c'est assez large comme rôle et en plus c'est en direct. Donc c'est contrairement à un établissement où vous avez le gestionnaire du mode d'accueil du jeune enfant, la directrice. Là, c'est vrai que l'assistante maternelle ou l'assistant maternel est en relation directe avec le référent au niveau de la PMI. Ça peut être parfois compliqué, surtout qu'évidemment une institution, on le sait, vient toujours avec sa parole institutionnelle, qui peut être aussi une parole personnelle, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs rouages dans cette institution, il peut y avoir plusieurs paroles différentes, et c'est vrai que l'assistant maternel qui peut se retrouver comme ça face à ces différentes paroles. Pour régler ce problème un peu de diversité des opinions d'interprétation finalement, mais tout simplement peut-être pour faciliter le dialogue entre les différentes parties, parce qu'une assistante maternelle est rarement toute seule dans son département. Parfois, il y en a plus de 10 000 dans un même département. En fait, on a souhaité finalement institutionnaliser les comités départementaux des services aux familles qui existaient depuis 2014-2015 sous forme de circulaires, donc avec des orientations nationales dont les acteurs locaux s'étaient emparés et qu'ils avaient appliquées à peu près presque à la lettre, mais avec des thématiques différentes. Donc là, on a choisi de standardiser, de définir très précisément la composition du comité départemental des services aux familles. Alors, je vais vous laisser sur votre fin parce que le décret non plus n'est pas sorti. Non, mais on n'a en a pas que les assistants maternels. On l'a évoqué un peu ce matin. Par le sujet. Bon, il y a moins d'attente peut-être de ce point de vue-là, mais je pense que pour les acteurs institutionnels, ça va aussi changer la donne, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une commission départementale d'accueil des enfants qui a peut-être disparu parfois dans les faits, mais qui existe toujours dans la réglementation et qui peut quand même continuer à travailler. Là, on va la remplacer par autre chose qui va traiter des différents modes d'accueil, avec aussi un dialogue avec le niveau national, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. On avait un peu tenté de le faire en interne, en réunissant à quelques reprises, il y a quelques années, les acteurs nationaux autour de la petite enfance, mais c'était une réunion de temps en temps, en fait, entre grands réseaux. On n'allait pas beaucoup plus loin que cela, et c'était pas confortable dans la mesure où c'était pas cadré d'une certaine façon. Alors que là, avec le nouvel outil qui est le comité départemental des services aux familles et ce nouveau texte, on va pouvoir peut-être un peu plus être dans la définition. Et pourquoi pas aussi décliner un peu ces grands principes qui sont dans la charte, qui sont effectivement pas faciles à appliquer, pas forcément applicables de la même façon dans tous les modes d'accueil, pour des raisons inhérentes que vous avez citées, comme effectivement des conditions de rémunération, etc., pour faire en sorte que ce soit plus facile. Parce qu'on ne peut pas toujours céder sur les thématiques internationales, parce qu'à l'étranger, finalement, le modèle assistant maternel, il n'existe pas, ou rare, ou très peu. Dans quelques pays, ça existe. Je vais vous couper pour rebondir quand même sur les PMI, sur ce que vous avez dit.
En fait, vous avez essayé de clarifier les choses pour qu'il y ait de moins en moins d'irritants, comme vous dites, selon votre... Liliane Delton, vous avez des craintes, et vous n'êtes pas la seule, je crois que j'en avais parlé aussi avec Sandra Onisco. Certaines PMI ont déjà signalé qu'elles n'appliqueraient pas le décret ou l'arrêté, je ne sais pas, c'est dans l'ordonnance, je crois, le texte en tout cas qui prévoit qu'il n'y ait plus de limite d'âge dans l'agrément. Or, c'est très variable. Pardon ? C'est très variable. Alors. C'est très variable, et parce que j'ai quand même, et pour rester positive, il y a quand même un certain nombre de départements qui l'appliquent déjà, sans attendre le décret. Hein, donc l'ordonnance leur a suffi, et j'ai par exemple le 34, le 79, le 17, le 64, le 51, le 33, le 67, le 01, le 83, le 32, le 81, le 35, le 31 et le 19 qui appliquent, pour être exhaustif. D'accord. Enfin, voilà. Par contre, donc il y a quand même des PMI qu'il ne faut pas généraliser. Bon, on a des difficultés quand même, c'est vrai, mais c'est plus des difficultés personnelles, hein, à mon avis. Voilà, il y a des PMI qui sont aussi plus dures que d'autres. Il y a aussi des PMI où il y a la méfiance de part et d'autre, et peut-être le dialogue qui s'instaure pas. Hein. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'elles ont quand même tendance, je dis elles parce que c'est beaucoup des puéricultrices, pas beaucoup des puériculteurs, hein, donc j'emploie le féminin, elles ont quand même tendance aussi à interpréter les lois à leur façon. Le décret était tout juste paru, sur l'obligation au premier renouvellement de montrer qu'on est engagé dans une démarche de professionnalisation, que j'ai eu des coups de fil d'anciennes assistantes maternelles au bord de la retraite, affolées, qui me disent « la puéricultrice est venue me voir pour telle ou telle raison, et elle me demande de faire... elle me cite ce décret, elle me dit que je dois montrer que je suis dans une démarche... Elle dit, moi, je suis en retraite dans 2 ans, enfin bon, voilà. Et elle me dit qu'elle va me retirer mon agrément. » Donc, vous voyez, voilà, il y a des interprétations, et toujours au détriment, quand même, du professionnel, et ça ne leur permet pas d'être en confiance, de pouvoir dialoguer. Ça met beaucoup de stress à cette profession. Sandra, quelque chose à dire sur les PMI, entre guillemets ? Oui, je dirais que c'est un problème de personne. Il ne faut pas stigmatiser les services de PMI. Il y a des gens très bien, comme chez les assistantes maternelles, comme partout. Après, je dirais que peut-être, alors je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas prévoir une formation en amont? Alors je sais qu'il y a des départements qui le font, hein, mais une formation en amont pour former. Enfin, je veux dire, c'est pas le travail d'une puéricultrice au départ, hein, infirmière spécialisée sur la petite enfance, sur les nourrissons. Enfin, c'est pas des juristes, quoi. Et c'est vrai que du coup derrière, il y a quand même enfin, c'est toujours pareil. Il y a des problèmes parce que c'est l'emploi entre les mains. Enfin, il y a des assistantes maternelles qui ça fait 20 ans qu'ils font ce métier. Alors, c'est un métier ou c'est pas un métier? C'est un métier, du coup, moi, je dois être assurée, pouvoir le faire, pouvoir continuer à le faire. C'est pas serein. Ça, c'est sûr que c'est pas serein. Après, j'entends les services de PMI dire qu'ils sont débordés, qui ont du mal à même accompagner cette profession parce qu'ils sont pas suffisants, manque de moyens aussi de leur côté. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Moi, je suis pas le gouvernement, mais je sais en tout cas que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus se parler. C'est qu'il doit plus y avoir de méfiance, plus y avoir de défiance. Souvent, j'entends des fois les services de PMI dire oui, mais si on autorise ça, il y a des assistantes maternelles. Vous savez, on parle de la loi par rapport à ces dérives pour certaines assistantes maternelles, et du coup, ça non plus, ça amène quelque chose en bas, mais pas en haut, en fait. Voilà. Donc c'est un problème de personne. Je pense qu'il faut pas incriminer l'un ou l'autre. Non, c'est pas, on fait pas le procès des PMI, hein, pas du tout. Mais Françoise, quand même, Françoise Neiser, je crois que sur les relations avec les PMI, vous dites souvent, mais on nous infantilise, on est responsable, on fait un métier, on va pas faire n'importe quoi, on va pas accueillir 4 enfants de 6 mois. C'est ce que vous ressentez, qu'on vous fait pas assez confiance? Eh bien, comme on le disait précédemment, la PMI doit accompagner, conseiller et surveiller, contrôler. C'est totalement contradictoire. Je veux dire, si moi j'ai un problème avec un enfant, il faut que je fasse appel à la personne qui, en théorie, peut me retirer l'agrément. C'est totalement contradictoire. Donc déjà, il faudrait séparer complètement l'accompagnement, le suivi
et le contrôle. Si c'était, et en plus, effectivement, un problème de financement, puisque là où j'habite, nous sommes presque 500, elles sont 3 puéricultrices. Moi, je ne la connais pas, ma puéricultrice. Je ne vais pas téléphoner en cas de problème à quelqu'un que je ne connais pas. S'il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de confiance. La confiance, elle se gagne petit à petit par la proximité, par le fait que cette personne, je sais que je vais pouvoir compter sur elle. Donc, il y a vraiment, dans les relations avec la PMI, il faudrait absolument séparer les missions. Ce serait vraiment le point le plus important. Sur la PMI, qui veut s'exprimer? Oui, Sonny Persey. Oui, pour la plupart des professions, l'évaluation, le contrôle se fait par des pairs, des personnes qui ont l'expérience de la profession. Là, c'est pas le cas. C'était une des suggestions que l'on faisait, c'était d'associer, il s'agit aux puéricultrices, des assistantes maternelles qui pourraient bénéficier de décharges, qui pourraient être nommées, élues. Bon, les modalités de désignation, on peut les discuter, mais c'est quand même aberrant que jamais dans le processus d'évaluation et de contrôle, des professionnels, à moins qu'on considère les assistantes maternelles comme n'étant pas des professionnels, mais des professionnels soient associés aux côtés des puéricultrices. On en parlait à midi au déjeuner, qui était non pas une table ronde, mais une table rectangulaire, mais très instructive. Cela pourrait réduire des situations de stress où on a une intrusion à son domicile d'une personne extérieure à la profession, parfois beaucoup plus jeune, fraîchement diplômée, et qui se permet pas mal de choses, ce que ne ferait pas une assistante maternelle expérimentée. Merci. Sur le nouveau rôle, les nouvelles missions des relais petite enfance, qui vont quand même avoir des missions importantes d'accompagnement des assistantes maternelles, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? Est-ce que vous espérez beaucoup de ces nouvelles missions? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vous inquiéter? Je pose la question, répond qui veut là. Oui, Marie-Légendre. Je pense que donc, les missions sont élargies. S'il n'y a pas plus de moyens au niveau des relais, c'est clair que de toute façon, c'est dilué. Il y aura beaucoup moins de temps pour les assistantes maternelles, c'est évident. C'est sûr que là, il faut beaucoup plus de moyens pour eux, c'est sûr. Pareil. Moi, je connais bien les animateurs de RAM qui font un travail de proximité, de tricotage avec les assistants maternels. C'est des gens aussi qui ont besoin de sens dans leur travail. Et en fait, souvent, ils sont en perte de sens aussi au bout d'un moment, c'est-à-dire à mettre des chiffres dans des cases. Est-ce qu'on est dans la séduction avec les assistantes parce que de plus en plus on doit mettre des chiffres dans les cases et du nombre d'assistants maternels? Est-ce que le lieu de socialisation de l'enfant c'est aussi un lieu de professionnalisation et quelle limite? Vous voyez, si demain il y avait un bouquin à faire pour les animateurs, c'est quelle limite, quelle mission? Alors, depuis des années, nous, l'UFNAFAM, je ne sais pas si on milite pour une formation obligatoire des animateurs de RAM. Je veux dire, on ne peut pas être dans la professionnalisation sans former ces personnes. On leur demande de professionnaliser des asthmates, quels moyens, là encore? C'est toute la trame et cette ligne rouge depuis ce matin. Oui. Oui, Liliane Delton, allez-y. Je nourris beaucoup d'espoir sur ces REP pour aider à la professionnalisation. Et je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la professionnalisation des assistantes maternelles. Elles sont d'ailleurs très demandeuses, mais il faudrait que ce soit des temps aussi pendant les heures de travail. Parce que quand, comme le disaient mes collègues, quand leur semaine de travail, toute amplitude horaire, tout enfant confondu, s'élève à 60, voire plus, 70 heures, leur demander de se former le samedi ou le soir, c'est quand même beaucoup leur demander. Sans compter qu'il y a tout un travail invisible qui est de désinfection, nettoyage des jouets, ménage, qui n'est pas rémunéré mais qui se fait à domicile en plus des heures d'accueil. Donc vous voyez pourquoi les assistantes maternelles sont quand même en grande difficulté. Donc, et tout ça avec pas beaucoup de considération, tout ça fait un mélange pas très facile. Donc pour en revenir à la professionnalisation, elles sont très demandeuses
beaucoup plus que dans d'autres professions de formation. Mais on ne leur donne pas forcément les moyens de le faire, puisque la branche ne veut que le catalogue d'Hyperia, qui est quand même assez réducteur, et pour le moins. Et en plus, on leur dit de se former en dehors des heures de travail. Jusqu'à maintenant, c'était la grande majorité. Donc tout ça, ça fait des freins, et c'est dommage, parce que c'est une profession qui est très demandeuse. Oui, allez-y, Marie. Pour parler de professionnalisation aussi, ce qu'il faudrait mettre en parallèle, c'est de simplifier ce système de parents facilitateurs. Donc, en fait, pour vous faire court, si une assistante maternelle part en formation, elle doit demander évidemment à ses parents employeurs, mais un des parents doit prendre en charge le salaire pour tous les autres parents. Et donc, évidemment, ils seront après dédommagés de ça, mais ils doivent quand même prendre tout ça en charge. Et donc, ce qui fait que ça limite énormément. Évidemment, en tant qu'assistante maternelle, on se dit, on ne va pas rentrer dans ce système-là, parce qu'on sait qu'on peut mettre aussi les parents en difficulté, et on ne le fait pas. Et on fait les formations le samedi. Et comme Liliane disait, ben oui, ça augmente encore nos journées, sachant que les formations, souvent, quand les formations qui sont proposées, ça va être 2-3 samedis à suivre. Donc, voilà, on le fait, mais on est content d'avoir terminé aussi, parce que c'est très, très lourd. Alors, Jean-François Pierre, vous vouliez dire quelque chose, après je vous passe la parole, Liliane. Oui, sur l'accompagnement par les services de PMI, on a aussi des choses qui sont prévues dans les décrets à venir aussi, il faut le dire, mais comme ce n'est pas fixé juridiquement, je préfère pas trop en parler pour l'instant. Un peu. On n'est pas nombreux. Non, c'est pas ça, c'est on a encore une consultation juridique à faire pour savoir si on peut aller jusqu'au bout de notre logique, mais d'avoir donner le ton. Nous, notre idée, c'est de donner une plus grande opposabilité au référentiel d'agrément de 2012, vous voyez, qui est un peu ancien, et de faire un peu comme pour le référentiel bâtimentaire, qui soit opposable en fait. Mais ça, il faut qu'on s'assure que ce soit juridiquement possible. C'est-à-dire, voilà. Comme ça viderait aussi un certain nombre de discussions. Le fait aussi, pour les services de PMI, le fait que le retrait d'agrément doit être précédé d'un avertissement écrit, ça rajoute un petit peu une petite... je sais pas si, non, voilà, ça fait partie aussi des choses à venir, qui ont déjà été discutées, donc il n'y a rien de nouveau. Sur donc l'accompagnement aussi, tout ne se fait pas qu'au niveau du service de PMI, effectivement. Donc, on espère que le développement de l'analyse des pratiques professionnelles aussi va aider aussi pour pouvoir évoquer ces cas difficiles quand on ne sait pas trop vers qui se tourner. Dans les établissements d'accueil du jeune enfant, d'ailleurs, le problème n'est pas assez analogue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rendu obligatoire entre guillemets l'analyse des pratiques professionnelles, parce qu'on sait que c'était un petit peu en perte de vitesse, qu'on avait tendance à s'en exonérer, alors que toutes les études le disent, le développement professionnel continue. Elle n'est pas obligatoire pour les assistantes maternelles, elle n'est qu'expérimentale. Je sais, mais pour les assistantes maternelles, en fait, il y a des petits leviers qui sont donnés en plus qui n'existent pas tout à fait dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Le premier, c'est que, en tout cas depuis cette année, dans le catalogue Hyperia dont vous parlez, il y a une possibilité de faire des séances d'analyse des pratiques professionnelles. Vous avez le droit jusqu'à 14 heures sur 4 mois. Alors j'entends bien les remarques sur c'est en dehors du temps de travail, etc. Ça, tout à fait d'accord. Il y a certainement des précautions à prendre, parce que moi j'ai déjà eu des entretiens avec des assistantes maternelles qui en faisaient en fait l'analyse des pratiques professionnelles déjà depuis un certain temps. Et moi, je disais en fait le problème c'est la proximité avec les autres assistantes maternelles en milieu rural, et il fallait certainement peut-être envisager une autre façon de faire dans le cas des assistantes maternelles en fait, puisque souvent les parents sont les voisins, les assistantes maternelles aussi. Donc en fait il y a des questions comme ça peut-être à voir de pratiques professionnelles pour l'analyse des pratiques. Après, on sait que les relais petite enfance, certes, on leur demande énormément de choses. On leur demande des choses très variées. Des aspects un petit peu gestionnaires, comme s'ils étaient un peu référents numériques pour les assistantes maternelles, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques. Référentes professionnalisation, parce qu'on leur demande de s'intéresser finalement à l'employabilité des assistants maternels, de répondre à des questions sur le droit du travail, de les aider à se former, et aussi référentes, puisque ce sont souvent des éducatrices d'enfants, référentes sur l'accompagnement des enfants, ce qui est un peu la raison pour laquelle on a créé aussi, il y a bien longtemps, ces relais assistants maternels, et devenus relais petite enfance. Les relais petite enfance aussi, donc ils sont en cours de réforme aussi, pas seulement au niveau de la réglementation, mais aussi au niveau des textes de la CNAF.
Donc, ils sont en train de travailler dessus. Et il est question aussi de d'étendre l'analyse des pratiques professionnelles. Donc ça va aussi, ça fait partie aussi des missions de ces relais. La question de la référence en santé aussi, qui ne repose pas entièrement sur les services de PMI, dans une relation directe assistant maternel et service de PMI, qui pouvait avoir lieu sous la forme de conférences ou d'interventions au relais assistant maternel. Là, on aimerait aussi que sur le modèle de ce qui existe en crèche, ça puisse être expérimenté d'une certaine façon, que ça puisse se développer. Alors après, il faut trouver le modèle aussi économique. C'est une expérimentation. Voilà, il faut trouver le modèle économique, etc. On a encore des choses à changer au niveau des textes. Mais voilà ce qu'on aimerait faire. Bon, on attend les textes alors. Oui, on attend, mais et effectivement, l'appropriation d'une réforme, ça demande du temps et donc des outils. Évidemment, quand on n'a pas fini de sortir tous les outils, c'est vrai qu'on commence déjà un peu à travailler sur les guides d'application, les guides d'information sur la mise en œuvre de la réforme. Et d'ailleurs, chaque événement auquel on participe, c'est déjà un moyen d'informer un petit peu sur ce que contient la réforme. Donc on espère que on sera très entendu. Voilà. Liliane, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait ma collègue sur les formations dans la branche, puisque je suis négociatrice dans la branche des assistants maternels SPE. Il va y avoir une réforme il n'y aura plus de parents facilitateurs, puisqu'il va y avoir, c'est la branche qui va y avoir un mandat du parent employeur à la branche, à l'APNI, et qui va gérer les départs en formation. Bon, ça c'est une chose. Par contre, pour la médecine du travail, je ne voudrais pas rafraîchir l'ambiance. Mais... Si, j'allais l'aborder. Donc... Oui, donc pour la médecine du travail, nous sommes en train de la mettre en place. Là, il y a des actuaires, c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué, hein, mais elle ne sera pas opérationnelle avant 2024-2025. Ah oui. Oh là là. Et ça sera quand même une visite en télémédecine une fois tous les 5 ans. Hein. Donc je ne sais pas si ça va vraiment répondre à Et puis, je crois que sur la médecine du travail, Sandra, on en avait parlé, il y a finalement, et ça va faire écho à votre livre, Sony Perseille, finalement, encore une fois, la médecine du travail va être mise en application pour les assistantes maternelles, pas comme pour les travailleurs classiques, pas comme pour les salariés classiques. Non, c'est la branche. Il y a encore, oui, c'est la branche, mais vous êtes dans la négociation de la branche, oui, donc. Oui, mais vous pouvez venir m'aider, hein, vous verrez avec la FEPEM comment c'est facile. Mais donc, encore une fois, on a peut-être raté le coche de Sandra. Complètement. Enfin, je veux dire, là, ce matin, il y avait une intervenante qui parlait des crèches familiales. Je connais très bien le statut des crèches familiales. Là encore, c'est un entre-deux. On a quand même un statut d'agent de collectivité qui a accès à une partie de la circulaire 88-145 et une invisibilité, un vide juridique sur le reclassement, l'inaptitude, la validité. Ce sont des assistants maternels qui, pour autant, quand on nous oppose, vous êtes salariés, mais à peu près, assistants maternels en crèche familiale sont des salariés. Quand vous voyez ça, quand vous voyez ce qui ça donne aussi chez les assistants familiaux, hein, c'est la même chose. Alors vous comprendrez ce que ça va devenir chez les assistants maternels. Moi, je suis pas du tout sereine ni optimiste avec le fait qu'on a donné la main, hein, Madame Delton, je suis très franche, à la branche professionnelle. Il fallait garder l'indépendance de la médecine du travail pour ses salariés. Je ne fais pas la pluie et le beau temps dans la branche. Je vais vous étonner. Non. Je vais vous étonner, j'ai qu'un mot à dire, c'est un scandale. Non, mais c'est... Alors, quelle maison d'édition? Non, mais au-delà de ce mot, c'est scandaleux, parce qu'on parle quand même de personnes qui sont esquintées, qui sont bousillées. Moi j'ai eu vraiment des retours de personnes au bout, quoi, qui quittent la profession en étant complètement démolies, qui peuvent même pas envisager un autre métier. Et on prive ces personnes de médecine du travail. C'est un scandale, oui. Françoise Neuser, quelque chose à dire là-dessus? C'est une profession vieillissante, ça c'est clair. Énormément de collègues sont âgés, donc on a mal partout, effectivement. On a les poignets en vrac, on a des lombalgies, on a mal à la nuque. C'est épuisant, c'est vraiment des journées longues, très fatigantes.
Maintenant, est-ce que la médecine du travail, moi, ça me fait un tout petit peu peur. Peut-être parce que je connais pas, je ne sais pas. Mais je me dis, aller voir un médecin et lui dire, écoutez, moi j'ai les poignets en vrac avec les poussettes doubles, les poussettes triples, les poussettes quadruples. C'est vraiment difficile de porter des enfants qui font 15 kilos. On les met dans les chaises hautes, on les met dans les lits. Enfin, c'est très fatigant. Moi, j'ai peur qu'ils me disent, écoutez, on va vous enlever les bébés. Dans ce cas-là, peut-être que vous ne prendrez que des grands. Ou enfin, je ne sais pas. Oui, il y a vraiment une crise de confiance. Ah oui, oui, parce que c'est très nouveau. Donc, est-ce que ces médecins vont être formés aux spécificités de notre métier ? Est-ce que les troubles musculo-squelettiques vont être pris en compte, comme pour les caissières, par exemple ? J'ai un peu du mal à imaginer, vous voyez. Et puis, je pense que je suis pas la seule quand j'en parle autour de moi. Alors, grosse interrogation quand même. Oui, rapidement, puis après on passera. Est-ce que ça ne fait pas doublon avec notre renouvellement d'agrément ? Étant donné que quand le renouvellement d'agrément, on a une visite obligatoire, une visite médicale obligatoire. C'est pas la même chose, là c'est médecine du travail, mais c'est aussi tous les 5 ans. Donc, je sais pas. Très rapidement complété en disant que la grande crainte des assistants maternels, c'est d'avoir un retrait d'agrément. Donc si on leur dit qu'elles sont plus aptes physiquement parce qu'elles ont des tendinites, elles ont ceci, elles ont cela, elles vont pas aller se plaindre, elles vont pas aller le dire. C'est ce que disait Françoise. Et puis déjà, il faut quand même déjà remarquer que dans les études, elles s'arrêtent beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'arrêts de travail chez les assistantes maternelles. Ils sont plus longs parce qu'elles s'arrêtent quand vraiment il faut qu'elles soient opérées. Mais autrement, elles ne s'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que le retrait d'agrément est libre, pas besoin d'être motivé. Donc si elles s'arrêtent 8 ou 15 jours pour une maladie, elles perdent leur contrat, souvent. Donc tout ça, c'est quand même un gros problème. Alors, oui. Juste quand même rappeler que la médecine du travail a surtout un rôle préventif. Oui. C'est pas agir une fois que la personne est dans une situation désespérée. C'est avant comment, je généralise un petit peu, mais comment bien porter l'enfant, avoir les bons gestes. Enfin, il y a tout un travail de prévention. La loi parle de prévention. Voilà. Et y compris aussi très peu de choses sont faites sur les troubles auditifs. Il y a peut-être, moi je ne suis pas médecin, mais il y a peut-être des mesures à envisager. Dans chaque secteur professionnel, la médecine du travail a apporté énormément pour la prévention des risques professionnels. Et puis aussi parler enfin de maladies professionnelles. Donc pour moi, la médecine du travail ne peut apporter que des bonnes choses. Je partage pas de ce point de vue. Enfin, je ne suis pas assistante maternelle, mais je vois mon épouse qui souffre concrètement, et je pense que si elle avait un accompagnement en prévention, ça ne pourrait qu'aller mieux. Très bien. On va terminer cette table ronde par un petit tour de table. Dernière question. Donc, j'ai cru comprendre que la réforme, elle va pas vraiment permettre de redorer le blason de la profession et de le rendre plus attractif, le métier. Selon vous, je vais demander à chacun, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour redorer, pour rendre de l'attractivité à ce métier et lutter contre l'hémorragie des professionnels. Sandra ? Moi, je repartirais sur la question du sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle d'une assistante maternelle, il y a plein de choses qui sont faites dans les communes, plutôt pas mal, des petites vidéos, tout ça. Mais souvent, ce que je constate, c'est qu'on parle de la personne et pas du mode d'accueil. C'est-à-dire, c'est une personne qui a un agrément, une formation. Si ça rassure les familles, ça les séduit plus aujourd'hui. Il faudrait partir de la qualité de ce mode d'accueil. Qu'est-ce que c'est ? La personnalisation de ce mode d'accueil, l'individualité, qu'est-ce que ça veut dire pour cet enfant ? Du coup, en quoi ça répond aux demandes des familles ? Après que les familles fassent un choix, elles le font, elles ont tout à fait le droit, on le sait, mais alors un choix éclairé. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, là, on parle de socialisation, quid de la socialisation quand c'est un tout petit ? Est-ce qu'une asthmate qui n'a pas 4 enfants, on n'est pas en train de le socialiser ? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de détourné derrière. Alors, moi, si j'avais un vœu pieux, ça serait travailler pour redorer le blason, pour créer un véritable choix, de démontrer, d'expliquer, d'accompagner les familles à mettre en avant la qualité de ce mode d'accueil
et ensuite, il y aura un choix. C'est peut-être ce que feront les REP, puisque si j'ai bien entendu Vincent Mazoric ce matin, il avait l'idée de promotion. Ils le font déjà, je veux dire, les animateurs le font, mais je pense que ça ne suffit plus. Il faudrait que le niveau national s'en occupe. Une grande campagne nationale ? Absolument. Sony Perseille ? Je ne vais pas être original, je vais dans le même sens, une reconnaissance qu'il s'agit d'une véritable profession à part entière. On a eu cette discussion ce midi avec quelqu'un qui ne reconnaissait pas véritablement finalement le caractère pleinement professionnel, salarié de l'assistante maternelle. On a l'impression que c'est toujours une variable d'ajustement qui n'a pas le droit à la parole. Oui, il y a des représentations syndicales, mais on le sait bien, d'une part, d'une manière générale en France, la représentation syndicale est ce qu'elle est, et d'autre part, chez les assistantes maternelles, elle est encore plus faible. Et la valorisation, la participation, l'implication des assistantes maternelles dans leur propre métier, elle doit, à mon sens, se développer, elle est attendue. Et puis, c'est vrai que cela dépasse peut-être même le cadre de la profession, mais encore une fois, il y a quelque chose de choquant pour la République que des personnes soient privées de droits fondamentaux qui sont accordés à tous les salariés, comme le salaire minimum. Et donc, tant qu'on sera dans cette situation, il n'y aura pas non plus de reconnaissance. On a aussi parlé ce matin brièvement, mais de l'appellation, qui est peut-être aussi à repenser pour plus de sens, plus ça peut disons. Voilà, c'est symbolique, mais ça participe à la reconnaissance. Je ne sais pas, Françoise Nézère, si vous allez être d'accord sur cette appellation, parce que je sais que ça vous gêne pas du tout qu'on vous appelle Nounou. Vous avez même écrit un livre dans le titre Nounou. Ça m'a été beaucoup reproché d'ailleurs. Mais non, moi ça me choque pas. C'est pas l'appellation qui est le problème. Pour moi, c'est plutôt pour attirer des personnes vers un métier précaire, solitaire, où on est extrêmement vulnérable face aux différentes administrations. Mais franchement, j'ai pas trop d'idées. Moi, je sais que je le conseillerais pas à mes enfants. Si mes enfants voulaient devenir assistants maternels, je leur dirais, mais non, fais autre chose. Donc, ça, c'est un peu tous les métiers. Moi, je dis à mes enfants, ne devenez pas journalistes. Voilà, c'est vraiment un métier extrêmement précaire. On est encore avec des réunions d'information avant de demander l'agrément. Il y a une réunion d'information où on vous explique que vous n'aurez pas un vrai salaire, que vous devez avoir un conjoint qui gagne bien sa vie parce que voilà, c'est pas un vrai salaire. On vous explique ça en réunion. Donc, comment attirer de nouvelles personnes ? Je ne sais pas. Peut-être effectivement une campagne nationale. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Liliane Delton ? Bon, moi, je suis syndicaliste, donc ça ne va pas vous étonner ce que je vais vous répondre. Elles veulent être des salariés comme les autres. Elles veulent être considérées comme des professionnels. Et si on leur demande d'être des professionnels, il faut les traiter comme tels. Il faut qu'elles soient associées aux décisions. Là, c'est trop souvent les pouvoirs publics qui décident à leur place, un peu partout. Combien il y a d'assistantes maternelles dans toutes les instances ? Combien il y a d'assistantes maternelles dans vos comités, les schémas et tout ce qu'on veut là ? Combien il y a d'assistantes maternelles qui prennent leur destin en main ? Combien c'est les mairies, c'est les PMI, c'est le gouvernement, c'est le ministère, c'est tout le monde qui décide pour elles. Qui sait pourquoi on les donne pas qu'elles sont pas actrices de leur propre devenir ? C'est ça qui leur permettrait d'être considérées comme reconnues. Pourquoi dans les professions réglementées, il y a des chambres professionnelles ? Nous, il n'y a rien. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent aussi, et je vais finir là-dessus, c'est le droit du travail, comme tous les salariés. Pourquoi sont-elles exclues du Code du travail ? Elles ont un accident de travail, elles ne sont pas du tout protégées contre le retrait d'enfants. Il y a même des RAM ou des PMI qui leur disent « vous êtes enceinte, faut démissionner, faut penser au bien de l'enfant ». Et la loi d'ordre public, elle est où ? Donc voilà. Donc si on veut à mon avis, il faut les prendre pour des vrais professionnels et les traiter comme tels. Merci. Marie Legendre ?
Comme disait Liliane ce matin, je pense que ça va passer par pour être considéré vraiment professionnel, ça va passer par la formation, par le diplôme et l'accès après à la formation continue, quoi. Enfin, faciliter ça, quoi. Parce que on a besoin. Donc l'assistante maternelle à domicile, elle est isolée. Il y a les rames, certes, mais de se retrouver en formation, c'est un booster, les formations. Et quand on a la possibilité d'en faire régulièrement, c'est important et c'est que du bonus pour les enfants, pour soi, mais aussi pour les enfants. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. Merci. Alors, Jean-François Pierre, je vous laisse conclure. Donc, j'ai le droit au mot de la fin, c'est ça en fait. Alors, ça me rappelle un peu les visioconférences assistants maternels qu'on a tenues pendant la période du Covid, où on était un peu beaucoup ensemble. Là, donc, et ce genre de discussion. Donc, je dis, bon, finalement, ça n'a pas changé. Non, sinon, sur effectivement, qu'est-ce qu'il faut en plus oui, je dirais évidemment pour les questions rémunération, structuration du secteur, il y a le comité, ce qu'annonçait le ministère, le comité de filière, effectivement. Sur la place des assistants maternels finalement, dans les comités départementaux des services aux familles, ce que j'ai un petit peu révisé avant de venir, quand même, malgré tout, j'ai pas eu que ce moment d'absence tout à l'heure. Donc, il y aura au moins 2 représentants d'assistants maternels dans le comité départemental sur les 36-40 membres. Avec beaucoup non, mais il y en aura qu'un pour les particuliers employeurs. Donc, on pourrait dire aussi, finalement, elles sont un peu mieux traitées que leur employeur. Je sais pas, voilà. Et quelques-uns pour les gestionnaires aussi d'établissements d'accueil du jeune enfant. Effectivement, il faut le dire. Mais c'est quand même un côté assez institutionnel. L'idée, c'est que les acteurs institutionnels se parlent, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se parler. Il n'y a pas que la discussion entre assistants maternels et services de PMI ou assistants maternels et relais de petite enfance. Il faut aussi que ceux qui sont autour des assistants maternels et du secteur des modes d'accueil du jeune enfant en général, et un lieu pour échanger, un lieu aussi pour s'entendre sur leurs orientations respectives, puisqu'il peut y avoir des orientations très différentes. Le dernier point, c'est effectivement le suivi de la formation qui est très important, et le plan de formation qui sera présenté tout à l'heure par Marine Janté sera un élément aussi important, puisque les assistantes maternelles constituent une grosse partie de la cible de formation, et parmi les chiffres qu'on a déjà, les premiers bilans, se forment beaucoup, donc on le sait, sur les thématiques du plan de formation. C'est vrai que pour en avoir discuté avec certaines qui se formaient beaucoup, on voit bien que la formation, ça leur apporte. Mais de toute façon, la formation, on le sait, quand on se forme, c'est toujours enrichissant. Alors, on peut toujours être déçu par la formation, par le formateur, mais c'est un moment dont on se souvient. Donc c'est quand même un moment important, parce que ça n'arrive pas tous les jours. L'idée, c'est pas que tout le monde parte tout le temps en formation, c'est que c'est pas possible compte tenu des emplois du temps des uns et des autres. Mais c'est vraiment toujours un plus. Et quand la formation se passe pas bien, on se dit mais finalement j'aurais peut-être besoin d'une formation sur un autre sujet. C'est pas comme ça que je le voulais, ou c'était peut-être le formateur finalement il va apporter ce que j'aurais aimé savoir, et donc il va falloir que j'envisage peut-être une autre formation. Donc on en tire toujours quelque chose. Et dans les études qui existent sur finalement le développement professionnel, en quoi finalement les assistants maternels comme les autres professionnels de la petite enfance peuvent améliorer leur pratique professionnelle pour améliorer la qualité d'accueil. Certes, on parle de la formation initiale, mais dans l'étude, ils insistent vraiment plutôt sur la formation continue, sur l'analyse des pratiques, sur la supervision. Et ça, ces choses-là, elles existent, elles ont besoin d'être développées. Sur les relais petite enfance, d'ailleurs, dans la COG, il y a quand même un objectif de développement des relais petite enfance en augmentant le nombre d'équivalents temps plein auprès des assistants maternels, dans les relais petite enfance. Alors, c'est un objectif assez énorme, parce qu'il y a quand même 3000 relais, je crois, quasiment. Pas partout, ça c'est vrai, et il faut aussi les développer partout, ça on le sait bien. Mais quand ils existent, il faut aussi développer leur amplitude horaire pour pouvoir leur permettre de tenir toutes ces missions qu'on leur demande. Donc il y a énormément de choses à faire, il faut faire feu de tout bois, je dirais, sur le sujet. Très bien. Voilà, c'est notre ambition à toutes et à tous, je pense que ça on est d'accord, d'où cette passion là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps, donc s'il y a des questions, vous pouvez y aller. Des questions? Oui, Elisabeth Laitier, référent petite enfance à l'AMF. Oui, tout d'abord, pour vous remercier d'avoir consacré tout un après-midi aux assistants maternels, parce qu'ils sont pour moi et plus globalement pour nous à l'AMF mode d'accueil petite enfance, et notre grande idée, c'est de ne jamais mettre de hiérarchisation ou de priorisation. Il y a d'une part un accueil individuel
chez l'assistante maternelle et d'autre part un accueil collectif qui peut être régulier d'ailleurs ou pas régulier. Donc si vous voulez, ça je pense que c'est important et je suis vraiment très heureuse y compris de vous avoir entendu parce que voilà, une fois que nous avons dit cela, nous ne connaissons pas forcément dans le détail tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés et c'était donc très bien de vous entendre. Alors Sandra, peut-être un tout petit bémol sur ce que vous avez dit à propos des crèches familiales, hein, puisque donc là, on se retrouve en tant que gestionnaire ville. Je ne mets pas en doute ce que vous avez dit, puisque vous êtes porte-parole, vous avez des remontées. Cela étant, nous, au niveau de l'AMF, nous en avons aussi, et moi je vois par exemple dans ma commune à Nancy, nous avons une crèche familiale et nous avons beaucoup d'exemples où les assistantes maternelles qui travaillent en crèche familiale sont encadrés, sont considérés absolument, ce qui est logique, on ne devrait même pas avoir besoin de le dire, hein, mais si vous voulez, au même titre que les autres professionnels. Moi, à Nancy, j'ai y compris introduit un conseil de crèche de ma crèche familiale. Voilà. Évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le maillage territorial, mais je pense que vous avez entièrement raison. Là aussi, on a parlé de moyens. Je crois que Catherine, s'il n'y avait qu'un mot à retenir, ce serait le mot moyen. Depuis ce matin, on parle de moyens, et c'est vrai, parce que les moyens humains, il faut des moyens financiers, etc., etc. Voilà. Mais c'était juste pour vous dire que dans notre façon de considérer l'accueil de la petite enfance, au moins à l'AMF et dans la mienne, il n'y a vraiment pas de différence. Mais une grande campagne s'impose, Catherine, effectivement, y compris auprès des familles, y compris alors auprès des professionnels pour leur donner envie, voilà, d'embrasser cette profession, puisqu'on a beaucoup de départs qui ont déjà eu lieu et qui vont avoir lieu, mais également auprès des familles. Voilà, en vantant les mérites de l'accueil individuel, qui est autre chose qu'un accueil collectif. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, je voulais vous remercier. Merci. Une autre question ? Donc, je vais répondre. Déjà, je pense que en tant que petit nouveau dans les syndicats, je suis tout à fait dans la même ligne. Donc, la reconnaissance et le fait d'être à part, ça me paraît quand même complètement affolant. Je suis un ancien animateur de RAM, je suis maintenant coordinateur, donc j'ai toujours un RAM à m'occuper en tant que chef de service. Et c'est vrai que du coup, tout ce que vous illustrez, je l'ai vécu sur le terrain. Moi, j'avais une question à poser par rapport justement au relais petite enfance, c'est que du coup, il y avait quand même, si ma mémoire est bonne, 1000 postes qui étaient prévus dans la COGE. On en est où de ces développements des relais petite enfance au niveau du nombre de TP ? Eh bien, c'est une question que j'aurais dû poser à Pauline Domingo, qui n'est plus là, la bienheureuse. Alors peut-être Guillaume Roussier, vous pouvez y répondre ou pas ? Il n'est pas là. Parce qu'encore une fois, il y a des moyens qui sont nécessaires. Là, il y en a qui sont actés et où on en est par rapport à ce développement-là, quoi. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que ça a progressé. Je pourrais pas vous dire de combien, dans la mesure où effectivement le ratio assistant maternel par relais est quand même assez important finalement. Ça ne peut que progresser de toute façon. Ben voilà, c'est ça. C'est un peu la conclusion, c'est vrai, mais ça a quand même progressé en fait, malgré tout, malgré aussi la crise Covid. Faut quand même dire, là, on est quand même 2 ans quand même un peu en suspens aussi. Voilà, d'où ces visios très, très nombreuses qu'on a eues pendant une certaine période. On s'est posé la question du maintien, aussi de l'accueil en fait, de jeunes enfants, du maintien aussi de l'activité des assistants maternels aussi. L'activité en crèche aussi, ça s'est posé dans tout le secteur, avec des parents en télétravail, des parents en arrêt de travail, des parents sans travail. Donc en fait, on sort d'une période où tout le monde a été fragilisé, et éprouvé, fragilisé, et c'est quand même déjà bien qu'on soit aussi nombreux. Vous pouvez avancer au micro. Excusez-moi, mais oui, mais nous ne pouvons pas. Excusez-moi, moi je suis issue du terrain, je suis responsable de mode d'accueil en Haute-Savoie, sur le bassin annécien, accueil collectif et accueil individuel. Est-ce que vous pourriez nous annoncer un échéancier de tous ces décrets que nous attendons encore, parce que vous témoignez toutes de connaissances que je pourrais presque dire que nous n'avons pas. Non, j'exagère un peu, mais tout juste, on découvre les textes en même temps que vous, parfois même après les réseaux. Donc on est, et pourtant j'ai la chance de travailler dans un service dédié, donc j'ai la chance d'avoir 10 collaboratrices qui ne font que ça, 6 sur les accueils individuels et 2 sur l'accueil collectif, sur le quart de la Haute-Savoie. Donc beaucoup de chance sur les conditions de travail, néanmoins on est quand même
un peu, comment dire, la tête sous l'eau avec tous ces textes qui nous sont tombés depuis le Covid, tous les 3-4 jours, les changements de procédure. Et on a voulu vraiment garder beaucoup de bienveillance dans le traitement, que ce soit l'accueil collectif ou l'accueil individuel, de rester vraiment attentif au cœur du sujet, c'est-à-dire l'enfant, les parents. Seulement, là, on doit aussi nous respecter la réglementation, donc on est quand même un peu... Alors, je ne sais pas si vous étiez là quand nous avons eu l'entretien avec Adrien Taquet. Si, je lui ai posé la question. Il a un peu botté en touche quand même. Hein. Sur les textes, il a dit bientôt, mais il n'a pas dit quand. Donc, je suppose, Jean-François, qu'à la DGCS, vous faites au plus vite, mais que tout n'est pas entre vos mains. Au plus vite, mais en fait, il y a des. Alors, pour certains, il y a encore des consultations juridiques à mener. C'est-à-dire qu'on a fait la consultation avec l'ensemble des acteurs, mais on doit consulter aussi en interne, etc. Ça va nous rajouter quelques semaines, mais il y a des textes qui vont encore sortir peut-être la semaine prochaine. Surveiller le journal officiel, par exemple. Dans les semaines qui viennent, peut-être d'ici fin septembre ou début octobre, on a encore des textes qui vont paraître. Parce qu'en total, on a quand même alors, j'ai plus le chiffre en tête, parce qu'en finalement, on a divisé les décrets en plusieurs petits décrets. Voilà. Ouais, ça peut, effectivement. Donc ça fait encore beaucoup de travail, mais la plupart sont en route en fait, en vrai. Hein, donc il n'y en a aucun qui n'est pas, voilà, il y en a aucun qui n'est pas vraiment écrit, mais après on a d'autres activités aussi juridiques. Il faut quand même le dire, on n'a pas que cela. Très bien, je vous remercie tous pour la participation à cette table ronde.